Jean-Pierre Raffarin, bonjour. Bonjour à Vous, tous. vous êtes un homme présent, connu, on vous suit, on vous lit. Vous venez de publier un livre qui s'appelle Ne sortons pas de l'histoire, Planète, paix, Europe, une stratégie pour un siècle dangereux, aux éditions Michel Lafon. Mais vous êtes un homme politique, comme je le disais, et vous, depuis 2017, vous présidez une ONG qui s'appelle Leader pour la paix, qui rassemble de grandes personnalités, dits anciens premiers ministres, et rien que dans le board, il y a une quarantaine de personnalités, et on compte aussi la présence de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Ben Ki-moon. C'est une structure importante, mais à quoi ça sert aujourd'hui d'avoir un outil aussi puissant sur la culture de la paix? Merci de votre accueil. Oui, Leader pour la paix, j'ai fondé ça avec un certain nombre de personnalités, dont Anthony Blinken, mais aussi mon ami Ngozi, qui est actuellement secrétaire général de l'Organisation mondiale du commerce, et un certain nombre d'anciens premiers ministres, des anciens ministres, des diplomates, des leaders géopolitiques, notamment pas mal de professeurs d'université. Et nous avons défini en fait notre action avec trois piliers principaux. Un premier pilier, c'est le rapport annuel que nous faisons tous ensemble. Nous réfléchissons à l'amélioration de la gouvernance mondiale et notamment de la réforme de l'ONU. C'est un sujet très important. On voit bien que notre système multilatéral a 75 ans. Il est aujourd'hui assez usé, enfin il fait bien son âge, 75 ans, et il faut le rénover. Il est clair que des pays émergents sont arrivés, que la Chine, l'Inde changent le monde, mais que l'Afrique doit avoir sa place, etc. Donc il y a une rénovation et nous travaillons sur ce sujet. Deuxièmement, nous avons comme mission de donner du relief à un certain nombre de combats pour la paix qui sont importants et qui ont besoin d'être des relais. Par exemple, nous étions il y a quelques semaines en République démocratique du Congo pour voir l'action notamment du docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, dans ce pays. Et puis, notre action, je dirais, principale, c'est de travailler sur une pédagogie de la paix. Il y a aujourd'hui dans le monde beaucoup d'écoles de guerre et il y a très peu d'écoles de paix. Et donc, nous avons créé une école itinérante de la paix qui va de pays en pays pendant une semaine. Une dizaine de leaders vont dispenser des cours sur l'esprit de paix, sur qu'est-ce que c'est que la paix. D'abord, qu'est-ce que c'est que la dignité, parce que l'attaque souvent de la dignité, c'est la source de la guerre. Et puis, naturellement, les relations internationales, le rôle de la diplomatie et aussi le fait religieux. On a un certain nombre de sujets de cette nature. Nous étions récemment en République de Côte d'Ivoire. Nous avions des projets au Vietnam, en Égypte, nous avons des projets au Liban, nous avons fait une université dans l'université du Latran avec le concours de Sa Sainteté le Pape. Nous avons eu un certain nombre d'initiatives et ça, c'est le travail principal qui est de construire un enseignement de la paix. On n'enseigne pas. La paix, ça ne tombe pas du ciel. La paix, c'est un travail. La paix, ça s'apprend. Et pour ça s'apprendre, il faut qu'il y ait une pédagogie. Et ça, c'est l'essentiel de notre travail. Nous faisons pour cela, tous les ans, une conférence annuelle où nous nous rassemblons tous. Et cette conférence annuelle a lieu le 8 et le 9 mai à Paris cette année, donc la semaine prochaine, où nous serons tous rassemblés pour notre rapport annuel, pour notre pédagogie de la paix et pour les initiatives de soutien à des actions de paix méritantes en lien avec l'ONU, puisque nous travaillons en grande proximité avec Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Donc, comme je le disais, l'ONG s'appelle Leader pour la paix, mais en même temps, on vit aujourd'hui une véritable crise du leadership. C'est-à-dire que partout, on voit qu'il y a un véritable problème pour être dans ces postes de responsabilité et avec et un pouvoir de leader.
Qu'est-ce qui explique ce décalage et cette recherche du leadership en crise? Je pense que, en effet, votre diagnostic est tout à fait juste. Le leadership est une question politique aujourd'hui majeure. Quand on voit qu'est-ce qui gouverne actuellement le monde, ce qui gouverne actuellement le monde, c'est la tension entre les États-Unis et la Chine. Oui. Cette tension, elle est fondée sur un problème qui est qui va gouverner le monde. On appelle ça le piège de Thucydide. C'est qui est le leader. Les Américains se refusent de ne plus être les leaders et il s'effraie de la montée du numéro 2, et le numéro 2, la Chine, se verrait bien à la place du numéro 1. Donc la compétition est engagée aujourd'hui pour savoir quel sera le leader du monde. Donc le leadership mondial est une question. On voit aussi qu'il y a des questions de dérive de leadership. Avec M. Poutine, on passe du système autoritaire au système dictatorial, qui est souvent une dérive naturelle de l'exercice solitaire du pouvoir, et nous voyons bien que là, nous sommes face à des dérives du leadership. Et puis, on voit bien aussi que, par exemple, l'Union européenne est en déficit de leadership. M. Macron joue son rôle, mais il est le président français. Un certain nombre de leaders jouent leur rôle, mais ils sont pris dans leur nation. Et les personnalités qui gouvernent l'Union européenne, que ce soit la présidente de la Commission ou le président du Conseil, n'ont pas aujourd'hui un leadership mondial reconnu. Donc on voit bien qu'il y a partout un problème de leadership. Moi, ce que je crois, c'est que le leadership, il doit être vertueux et que c'est en fonction de cela qu'il faut pouvoir le définir, c'est-à-dire participer non seulement au bonheur des peuples, mais aussi à la protection de la planète. Et c'est des sujets qui sont aujourd'hui très importants. Et donc, il faut accorder de l'attention à la question du leadership, pas à balayer d'un revers de main le sujet. Il y a des pays qui sont en déficit de leadership, il y a des pays qui ont un leadership vertueux, et puis il y a des pays sur lesquels on assiste à des dérives du leadership. Je crois que nous vivons un moment crucial de l'histoire, notamment avec la guerre de l'Ukraine. C'est que comment voyez-vous, et on a tous les éléments pour l'apprécier, ce monde de demain? On est dans une fracture, un changement de paradigme, mais est-ce que le monde va être dans un phénomène d'antagonisation dû à cette course folle du leadership et de la première page, mais première place, pardon, et cette situation aujourd'hui anxiogène? Comment voyez-vous la suite jouer au devin? D'abord, je pense qu'il faut être lucide sur la situation. La situation est extrêmement tendue. D'abord, il y a cette guerre en Ukraine qui est un retour de la guerre sur le terrain européen. Là où on a connu les pires horreurs de la guerre, et cette agression russe fait du peuple ukrainien la première victime de ce conflit. Mais l'Union européenne peut être considérée peut-être comme la deuxième victime de ce conflit. C'est une affaire qui est très sérieuse, puisque non seulement l'Union européenne, comme d'autres pays, doivent faire face à des conséquences en matière d'inflation, en matière de crise de l'énergie, mais aussi sur le plan militaire ou sur le plan de la défense, où on voit aujourd'hui que nous sommes en guerre en Europe, mais que le chef de cette guerre, de notre camp démocratique, c'est l'OTAN. Et donc, ce sont les Américains qui sont pilotes dans cette affaire. Donc, la question de la souveraineté européenne est posée, ce qui divise les Européens, ce qui me fait dire que l'Europe peut être une victime grave de cette guerre en Ukraine, et donc il faut qu'elle cesse le plus vite possible. Mais face à cette situation, il y a d'autres situations difficiles qui viennent s'ajouter. D'une part, là, j'insiste sur la tension entre les États-Unis et la Chine. C'est une tension qui pénalise aussi l'Europe, qui pénalise l'Afrique. Les Américains, avec l'extraterritorialité des lois, veulent nous imposer leurs règles et veulent que nous nous déclarions ennemis de la Chine. Et les Chinois veulent ouvrir leur marché au fur et à mesure des satisfactions politiques qu'ils obtiennent. Donc on est pris dans une tenaille et notre souveraineté a du mal à s'affirmer, notamment en raison de cette guerre en Ukraine. Et puis, il y a la question africaine, qui est une question aussi très importante, puisque on fait tous du continent africain le continent de l'espoir pour la fin de ce siècle. Nous voyons bien qu'il y a une population là, qui va créer cette densité nécessaire au développement, mais on voit bien aussi que le terrorisme
gagne du terrain en Afrique et que Wagner est en train de prolonger sa guerre en Ukraine par cette guerre en Afrique et ce développement du terrorisme. Donc la situation, elle est aujourd'hui extrêmement complexe partout dans le monde et des risques de guerre sont menaçants, nous le voyons bien sur Taïwan et sur quelques autres sujets. Donc la vision, elle est assez pessimiste, mais il y a un sujet quand même de solution, de perspective qui doit quand même être tenu. D'abord, moi, je vois deux pistes principales d'espoir. La première, c'est qu'il y a quand même beaucoup de pays qui veulent rénover le multilatéralisme, c'est-à-dire la gouvernance mondiale. Et on voit bien que, y compris la Chine, y compris un certain nombre de pays, aujourd'hui, je pense au Brésil, à quelques autres, qui sont d'accord pour qu'on travaille tous ensemble à une réforme de l'ONU, pour faire en sorte que les pays émergents, ceux qui sont apparus depuis les 75 ans où l'ONU est fondée, il y a eu des changements très importants. On ne peut plus avoir cette domination de l'Ouest qu'il y a eu pendant longtemps aux Nations Unies. Donc, il faut repenser le multilatéralisme. Là, c'est un grand champ de coopération pour ceux qui tiennent à la paix du monde par le dialogue des nations. Mais ça va prendre du temps. C'est-à-dire qu'il y a urgence aujourd'hui. Est-ce que, comme diraient les urgentistes, quand c'est urgent, c'est déjà trop tard. Comment voyez-vous, est-ce qu'on peut rebattre les cartes quand on est en pleine crise aujourd'hui ou avec énormément d'inconnus? Bien sûr qu'on peut rebattre les cartes. Il faudra que, naturellement, que cette guerre en Ukraine cesse, mais je pense qu'il y a des sujets qui peuvent générer des consensus. Vous savez, quand on a fait l'ONU, quand on a décidé de cette création de l'ONU, il n'y avait pas un consensus évident, par exemple, sur les relations économiques, ce qu'on a appelé le consensus de Washington, c'est-à-dire la performance économique comme dominant les sociétés. Et on disait aux uns et aux autres, on vous prêtera de l'argent si vous êtes exemplaire sur le plan de la gestion économique. Donc, il n'y avait pas vraiment de consensus. Aujourd'hui, il y a un consensus dans toutes les sociétés, de Singapour à Bangalore, de Shanghai à San Francisco. L'ensemble des sociétés civiles veulent que la planète soit un objet politique. Quand j'ai commencé à faire de la politique, la planète n'était pas un objet politique. Aujourd'hui, les jeunes du monde entier descendent dans la rue pour défendre la planète, c'est-à-dire en fait pour défendre l'humanité. Donc, les accords de Paris, il y a un certain nombre de sujets qui sont très importants. On l'a vu sur un certain nombre de progrès, malgré toutes les difficultés qui ont été réussies par les différentes COP. Je pense que là, il y a un axe important parce que quand vous regardez bien le discours de Xi Jinping quand il signe les accords de Paris et les discours de Biden quand il revient dans l'accord de Paris après que Trump l'ait quitté, sont assez voisins. Donc, on a des perspectives de rassemblement de la communauté internationale. Encore faut-il qu'on parle d'autre chose que de la Crimée et de Taïwan, puisque ce qui passionne aujourd'hui les jeunes du monde entier, c'est la nécessité de protéger la planète pour protéger l'humanité. Donc, on a une piste là, qui est une piste sur laquelle on devrait travailler davantage et s'engager encore plus. Vous avez une connaissance intime, vous voyagez depuis très longtemps et vous avez effectué plus d'une centaine de voyages en Chine depuis notamment en 1971. Vous avez accumulé un savoir-faire, une expertise exceptionnelle. Comment voyez-vous la Chine de l'après-Covid? A-t-elle été transformée? On sent qu'aujourd'hui, c'est un pays qui a les moyens de sa puissance, mais il s'est recentré sur lui-même un peu. Est-ce que c'est votre sentiment? C'est tout à fait mon sentiment. Il y a eu par le Covid d'abord un repli certain dont on n'est pas encore aujourd'hui sorti. Et la stratégie qui a été choisie politiquement pour faire face à cette crise et à ses suites, ça a été une sorte de mélange entre le marxisme et le nationalisme. Et donc tout ceci a conduit à une reprise en main du Parti communiste chinois qui fait que maintenant dans les entreprises, il y a un membre du Parti communiste à la direction, il y a une reprise en main générale du parti. Et au fond, quand les Chinois se disent marxistes, le point central, c'est que c'est le parti qui est l'organe dominant de ces différentes forces économiques, sociales ou politiques.
Donc, on voit bien que dans ce contexte, la Chine s'est repliée un peu sur ses bases. Et Oui, donc, ça inquiète un certain nombre de pays, ça inquiète notamment beaucoup les Américains qui font de Taïwan un dossier d'urgence. Nous pensons aujourd'hui qu'il faut plutôt chercher à apaiser les choses plutôt qu'à accélérer les guerres. Et oui, donc, aujourd'hui, il faut essayer de parler, essayer de convaincre, même si c'est toujours difficile. Mais vous savez, la diplomatie, la paix, c'est quelque chose qui nécessite et du temps et de la patience et surtout du respect. Et sans respect, il est difficile d'avancer sur des positions communes. Et donc, je crois vraiment qu'aujourd'hui, il y a des possibilités d'avancer. Le président français, Emmanuel Macron, a eu plus d'une dizaine d'entretiens avec Monsieur Xi Jinping. Et je oui, note que après cela, on voit que le président chinois a confirmé le souhait qu'il condamne toute hypothèse d'intervention nucléaire dans cette guerre en Ukraine, que les contacts ont été repris avec M. Zelensky, le oui, président de l'Ukraine. Je vois qu'il y a un certain nombre de sujets qui bougent quelque peu. Et donc ça, je pense que la diplomatie est nécessaire. Donc la Chine, aujourd'hui, est en train de redistribuer un peu son avenir. Nous ne oui, pouvons pas savoir ce qu'on va donner l'économie chinoise, si ce n'est oui, qu'elle restera de toute façon l'une des premières économies du monde et que nous avons besoin de la Chine pour la croissance mondiale. Et oui. donc, nous sommes dans cette nécessité où nous avons des différences, mais nous avons aussi un certain nombre d'intérêts communs à mettre en avant. L'art de la Chine n'est-il pas dans cette euh, perception du temps, jouer le temps? L'horloge chinoise dans l'histoire, on l'a vu, elle a été au cœur de l'art de la guerre notamment. Bien sûr, la Chine cherche toujours à faire, dans toutes les crises, du temps un allié. Et c'est, je crois, très important d'avoir cette vision de long terme. Et c'est vrai que les démocraties, nous sommes dans le camp des démocraties, nous ne sommes Ouais. pas dans le camp des régimes autoritaires. Et nous voyons bien que dans les démocraties, l'immédiat est très important. Et comme le dit le philosophe français Edgar Morin, quand l'immédiat dévore, l'esprit dérive. Et donc, il faut qu'on soit très attentif à cela. Mais ce qui est aussi très important, c'est qu'il y a les positions que la Chine aujourd'hui, avec Xi Jinping, avec ces actions qui ont été engagées avec le dernier congrès du Parti communiste, et puis il y a la Chine du très long terme, la Chine de l'histoire, la Chine des civilisations. Ouais. Jacques Chirac me disait toujours, quand j'étais à Matignon et qu'il présidait la France, il disait, tu sais, sur la Chine, soyons prudents. Ils Ouais. sont aussi intelligents que nous. Ils Ouais. travaillent 2 fois plus et ils sont 1,4 milliard. Alors avant qu'on les bouscule vraiment, ça Ouais. prendra du temps. Donc soyons prudents dans toutes les analyses que nous faisons pour ce grand pays. Jean-Pierre Raffarin, du local au global, vous avez circulé dans ces univers, vous avez, comme je le disais, une expérience de sage. J'ai envie d'avoir votre regard sur la France en Afrique et sur cette politique. On voit la France, est-ce que c'est une fausse perception de voir que il y a ce déclassement de la France et puis ce problème en Afrique. L'Afrique, est-ce que l'Afrique continue à comprendre l'Afrique? Je pense que la France et l'Afrique ont des destins liés. Il ne faut pas croire que la France et l'Europe seront heureuses si l'Afrique est malheureuse. Et donc je crois que vraiment, nous sommes dans le même espace mondial qu'est l'espace euro-africain. Et cet espace, il doit être cohérent et je crois qu'il faut bien mesurer que les avenirs des uns et des autres doivent être coordonnés, sinon nous allons pour les uns ou pour les autres à la catastrophe. Mais c'est une idée de base, mais aujourd'hui, au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. C'est vrai qu'on est dans une situation de crise, mais on en a déjà connu de ce type-là. D'abord, nous avons des adversaires qui sont les terrorismes et les populismes. Et donc, on voit bien que beaucoup de gens
prennent la France en otage pour leurs propres choix politiques. Et ils accusent le passé français de tous les défauts parce qu'ils ont aujourd'hui un déficit de projet et qu'il est plus facile de critiquer le passé que de préparer l'avenir. Et donc, je Alors, vois comment bien se que… projeter dans l'avenir? Comment se projeter et construire cette Euro-Afrique dont vous parliez? Moi, je pense qu'on doit pouvoir la construire si on construit des grands projets et notamment des grands projets sur l'avenir de la planète. Parce que la question de l'énergie, qui est une question majeure, l'Afrique a des potentialités très importantes. Il y a des technologies en Europe qui doivent pouvoir aider l'Afrique à son développement. Donc, je crois que ce qui est de cette stratégie un peu de la planétisation de la politique, ça pourrait être une politique commune de l'Europe et de l'Afrique. Il y a un énorme potentiel solaire, il y a les grands fleuves importants de l'Afrique, il y a des potentialités très importantes en matière d'énergie et donc d'environnement. Je pense que nous devons mieux travailler ensemble sur ces sujets-là et faire en sorte que nous ayons des grandes causes qui nous rassemblent. Si on discute que de problèmes frontaliers, ethniques, locaux, on ne résoudra pas les problèmes. On ne résout les problèmes que si on les dépasse et si on regarde l'avenir et qu'on construit l'Afrique de la deuxième moitié de ce siècle, qui est une Afrique qui doit être dans ce qui est l'avenir de la politique, c'est-à-dire la planétisation. L'Afrique devait être le lieu numéro 1 de la protection de la planète. Vous avez 74 ans, mais vous avez une singularité, vous avez cultivé une singularité qui explique aujourd'hui votre longévité. Est-ce que ce n'est pas dû, peut-être pour s'interroger sur la méthode Raffarin, n'est pas dû à cette agilité, à cette bataille des idées? Vous aimez vous mettre en équation. Quel est ce mystère, Raffarin? Oh, il n'y a pas de mystère. D'abord, j'aime les gens. Et donc, j'aime les peuples. Et pour moi, les peuples ont toujours raison, ou très souvent raison. Et donc, quand je parle avec des Africains, j'aime l'Afrique et j'aime les Africains. Je respecte les cultures, je respecte les modes de vie, je respecte les religions. Je fais, comme Chirac, du respect la première des qualités politiques. Et ça, c'est vrai avec les Chinois, c'est vrai avec les Indiens, c'est vrai avec les Africains. Je respecte. On a beaucoup à apprendre de ces différentes cultures et on n'a pas de leçons à donner. On a un passé qui a sa part de gloire, mais qui a aussi sa part d'ombre. Et donc, on n'est pas plus vertueux que les autres, même si on est très attaché à nos périodes de gloire. Mais ce qui me paraît aujourd'hui très important dans la vie générale, c'est de parler avec ses convictions, avec cette énergie. Si vous voulez, souvent, il m'arrive de parler anglais et quand je ne parle pas bien, les gens comprennent bien que je ne parle pas bien. Ils le voient bien, ils l'entendent. Mais je leur dis, ah, ma grammaire est mauvaise. Ah, mon vocabulaire est insuffisant. Mais le flow est pas si mauvais que ça. L'énergie, elle est là. Et quand on a de l'énergie, on est capable d'entraîner. C'est ça qui, je crois, très important. Et moi, je crois à un certain nombre de choses. Et quand je suis avec des Africains, j'ai envie de participer à leur dynamique. Moi, je ne fais pas partie des gens qui voient la retraite comme une fonction assise. Oui, mais peut-être il y a un élément qui est l'intelligence émotionnelle et vous êtes au cœur de cette sensibilité, si je puis dire. Ouais. Alors, je pense que les émotions sont très importantes. Mais au fond, Ouais. si vous voulez, c'est vraiment ça la dynamique des humanistes, c'est de se dire que la vraie valeur, elle n'est pas à l'extérieur de l'homme. Donc, je me réjouis de ce qu'il peut y avoir comme avancée pour l'intelligence artificielle. Je me réjouis qu'on pourrait voir des algorithmes qui définissent tout. Mais moi, je crois en la personne humaine. Je crois que l'individu est plus grand que tout. Je crois que c'est là avec la valeur. Il y a quelque chose en nous qui est plus grand que nous. C'est pour ça que je suis très attaché aux valeurs spirituelles et que je respecte beaucoup les croyances qui font que chacun peut considérer qu'à l'intérieur de lui-même, il y a quelque chose de beaucoup plus grand que lui. Et donc, c'est ça, cette confiance en la personne qui fait que, pour moi, 1 égale 1. On est tous égaux en légitimité historique. 1 égale 1. Vous savez, j'ai fait des pèlerinages, donc j'ai fait le pèlerinage de Compostelle. Et quand vous marchez des kilomètres et des kilomètres, j'ai fait 1800 kilomètres entre Le Puy et Saint-Jacques-de-Compostelle. Chaque pas est un peu douloureux. Mais vous pensez à la destination et puis vous rencontrez des médecins, des étudiants, des chômeurs, des
des gens perdus, des gens qui viennent d'avoir un décès dans leur famille, des gens qui ont été guéris par la maladie et qui veulent dire merci. Vous trouvez toutes sortes de gens, des grands patrons, des petits ouvriers, tout le monde a la même taille, tout le monde est ensemble, tout le monde marche pour une destination plus grande que nous. Et c'est ce 1 égale 1. Il y a des moments dans la société où on voit vraiment que 1 égale 1. Sur le lit d'hôpital, il y a dans la vie beaucoup de moments 1 égale 1. Alors, quand on regarde les porte-monnaies, quand on regarde les pays, quand on regarde les villes, tout ça, 1 n'est pas égal à 1, mais il y a beaucoup de situations. Et quand on regarde le fondamental, c'est le destin de la personne humaine. Dans le destin de la personne humaine, 1 égale 1. 1 égale à 1. En tout cas, je vous remercie, Monsieur Jean-Pierre Raffarin, de votre présence et de cette rencontre. Et je rappelle particulièrement la sortie et la lecture de votre livre Ne sortons pas de l'histoire, un livre qui exprime toute cette sensibilité et cet attachement à l'Europe et cette interpellation pour que l'Europe puisse sortir d'une forme de nonchalance par rapport à des urgences essentielles. Merci et à très bientôt.